Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la dernière partie de l'entretien avec Philippe Coupet. Dans le précédent épisode, nous avons pu écouter ses propos à propos de la transmission notamment et de la manière dont la structuration du zen en Europe s'est réalisée. Si vous n'avez pas écouté les précédents épisodes, je vous invite à les écouter, à en prendre connaissance dans l'ordre, car il y a une forme de fil logique, si vous voulez, qui suit cet entretien. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la suite qui est tout aussi passionnante que les deux précédents épisodes. Je crois me rappeler que Deshimaru avait dit voilà, j'ai importé le zen du Japon, mais c'est un truc japonais. Maintenant, vous êtes européen, vous avez votre culture, fabriquez un zen européen. Et je comprends avec ce que fait la ZI de se rattacher à une tradition, on va dire, culturelle établie, qu'ils vont à l'envers, en fait, de cette idée, c'est ça ? Exactement. Oui, ils vont à l'envers. Alors, il y a ça, dans le futur, ça va jouer. Parce que nous, on est faible comparé à la ZI, à la Jordanière. On a un grand sangha, mais on n'a pas un temple. Ouais. Qui fait qu'on est très restreint d'une certaine façon. Mais moi, ça ne veut rien dire restreint. On n'est pas restreint du tout. Mais dans le futur, ça va être un problème. Et nous, moi, et ce que j'enseigne, ça ne va pas changer. Je ne vais pas prendre une position pro-japonais, mais je ne vais pas prendre une position anti-japonais. Non, c'est en Europe. Et surtout en Europe, ce n'est pas aux États-Unis. Hein. Nous, on se trompe là. On est tellement coincés à vouloir suivre aveuglement quand on suit d'abord les Japonais, puis on dit non, laisse tomber les Japonais, Shumusho, c'est la connerie. Les Américains, alors il suit les Américains. Et quand tu lis les revues français comme Sagesse bouddhiste, regarde, ils sont presque tous traduits de l'américain. Et c'est tous gentils, mignons, c'est américain, c'est pas nous. C'est pas nous, Deshimaru. Mais la Jordanière, la ZI, a tendance à aller vers cette direction-là, parce que c'est américain. Et alors, dans le futur, nous comme moi je ne suis plus là, c'est la discussion qu'on a souvent chez nous maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je suis plutôt confiant, parce que je trouve que ne pas avoir de temple, c'est une très grande force. Dans le monde actuel, les gens sont habitués aux réseaux sociaux, à la dématérialisation, etc. Et j'ai la sensation que, comme tout est possible à travers un écran, on n'a plus la nécessité d'avoir un lieu géographique, physique, qui serait stable et toujours le même. Je trouve justement que s'en demeure le fait d'avoir une go à un tel endroit, puis à tel autre, etc., ça correspond mieux à l'esprit nomade de notre société, où finalement, avec les avions, on peut aller partout dans le monde en très peu de temps. Voilà. Le temple, c'était aussi un lieu de rassemblement, de communauté de vie, pour des gens qui étaient dans une société qui ne voyageaient pas, en fait. Des gens comme Dogen, qui sont allés en Chine pour revenir au Japon, c'était des exceptions complètes. Et pour moi, du coup, on est vraiment dans un état d'esprit qui correspond à notre monde contemporain, et non pas l'idée de se dire, on va collecter des fonds, on va construire un temple, et puis on sera là. Exactement. Je suis totalement de cette façon de faire, et c'était même pas un choix de ma part. Moi je suis Deshimaru. Qu'il soit vivant ou mort, mais j'ai rien à cirer, qu'il soit vivant ou mort. Bien sûr, ce serait bien qu'il revienne et qu'il me dise Philippe, tu as raison, les autres sont cons. Ça serait très joli, mais c'est pas vrai. C'est qu'il n'est pas mort, il n'est pas vivant. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vivant. Ou l'inverse. Voilà, c'est encore Wenang. De l'origine, rien n'existe. Nous, on va avoir des grosses difficultés. Quand je suis plus là, c'est moi qui tiens le truc.
Et moi, je voudrais que d'autres personnes tiennent le truc. Et je fais toujours promulgation pour que les autres se développent. Et ils se développent. Et moi, j'ai pas de trop de j'ai pas de soucis, moi. Mais d'autres ont des soucis. Oui, Philippe, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça ne veut pas dire qu'on va vers on va pas y aller vers la catastrophe. Parce que peut-être si je suis plus là, un des pires choses, c'est pas l'Algérie qui va nous bouffer, un peu. Hein? Mais parce que nous qui veulent aller vers l'Algérie, il faut aller au Japon, il faut faire 3 mois, bon. C'est totalement opposé de ce qu'on fait. Les monastères japonais, on n'a rien à faire avec ça. Mais c'est que nous, les dojos, on ne ferme pas sur eux-mêmes. Et dire, moi, mon dojo, c'est le plus important. Tu vois, c'est le problème interne que nous allons avoir, que nous avons. Ça commence un peu. Je pense, moi, qui dis ça, je parle à personne de ça. Avant Deshimaru, il y avait Kodo Sawaki, Ouais. qui était le moine sans demeure. Enfin, en tout cas, au moine vagabond. C'était comme ça qu'il était surnommé, parce qu'il a refusé toute sa vie d'être affilié à un temple ou de s'installer. Par contre, il allait, d'après ce que je sais, dans différentes universités, il enseignait, donc c'était plutôt un itinérant. Non, c'est vrai. Mais c'est pas notre maître, hein. Notre maître, c'est Deshimaru. Ouais, il faut faire attention. Notre maître, c'est pas Dogen. Mais eux, ils disent que c'est Dogen. Ils disent tous que c'est Dogen. Ils ont eu la transmission de Dogen. Mais c'est pas vrai, ça. Ils ont eu la transmission. S'ils ont eu la transmission, ils ont eu le Deshimaru. Ouais, mais il n'y en a pas de tampons. Et laisse tomber les tampons. Quoi, toujours un truc, un papier, un machin. Ils ont eu la transmission. Moi j'ai eu la transmission, évidemment. Évidemment, sinon qu'est-ce que je fous ici à diriger, à parler. Alors, ça c'est notre force. Mais on peut couler. Et qu'est-ce que ça veut dire si on coule? Ça c'est sérieux dans le sens qu'il n'y en a plus tellement d'enseignement Deshimaru. Hein. J'ai dit c'est plus Deshimaru, c'est Shimucho, c'est Dogen. Mais Deshimaru, il y a nous. Il y a Barbara Kosen, il y a Stéphane Kosen qui vient de mourir. Il y en a des trucs, oui. Mais moi, j'ai essayé de nous mettre ensemble. J'ai créé un truc qui s'appelle Zen Simplecis. J'ai dit, on se réunit. On se réunit en tant qu'enseignement de Deshimaru. Pas Philippe Coupé, bien sûr, pas Stéphane. Mais alors, on se réunit et c'est pas mal, hein, comme il est. Bon, bien sûr, là, j'ai dit, dis donc, Philippe, convocation, c'est quoi que tu fais là? Hein, tu nous exclus? Je dis, ça va pas, non, je vous inclus. Vous voulez pas faire partie de Zen Simplecis? Parce que c'est l'enseignement Deshimaru. Hein? Ah, bon, ok, là, ils n'ont pas pu me discipliner. Et on a commencé Zen Simplecis, cette association, qui est au-delà de tout rituel. C'est l'enseignement iconoclaste de Deshimaru. Et je dis, Stéphane, ok, écoute, on va faire un truc ensemble. Tu viens chez moi, chez nous, et tu diriges. Ah oui, c'est fait accompli. Puis je dis, après, moi je viens chez toi et c'est moi qui dirige. Il dit, quoi? C'est moi qui dirige chez moi. Je dis, hey, mec, tu piges pas. Non, il ne voulait pas. Mais il a dit, mais je veux bien envoyer mes disciples pour ça. Ok, alors il y a eu un petit contact, mais ça a foiré. Mais ça n'a pas foiré, c'est toujours là. Il n'y a personne presque, mais ça existe. C'est toujours sur un back burner. Toujours ça existe. Et ça pourrait nous servir dans le futur. C'est l'enseignement qu'on a reçu de Deshimaru. C'est ça qu'on peut faire passer. Ils ont absolument besoin de Deshimaru, là, j'ai dit. Imagine s'il n'y avait pas Deshimaru et c'est eux, des Deshimaru là-haut, c'est symbolique, c'est stock.
Ils ont besoin absolument de ça. Alors ils vont toujours dire Deshimaru. Mais ça arrête là. Quand tu lis le speech de l'abbé, c'est très clair. Deshimaru, on ne suit pas Deshimaru. J'ai dit, on suit Dogen. Ouais. C'est ridicule de suivre Dogen. On ne suit pas Korosoaki. Hein? On suit son maître. Hein? Et encore, c'est encore plus profond que ça, que s'il y a une fissure, encore mieux. Là, il n'y a pas de fissure. Dogen a dit, il n'y a pas de fissure, il ne voulait pas l'admettre. Deshimaru non plus, ils étaient coincés. Moi, les fissures, c'est autre chose. C'est pour ça, quand on existe, on a des fissures. Alors, c'est quoi une fissure? Fissure, par exemple, c'est pas... On dit que c'est indispensable de mettre à disciple. Ah oui. Là, c'est pas mettre à disciple. C'est mettre et puis il trouve quelqu'un qui n'est pas en connaît. Mais c'est un peu caché. Moi, j'ai étudié la question et j'ai dit, mais il veut faire du blanchissage. Ouais. Tout le temps. Les maîtres aussi. Les maîtres sont pas mieux. Dans ce sens-là. D'accord. Qu'est-ce que l'enseignement de Deshimaru a de particulier? Qu'est-ce qui fait que c'est lui, Deshimaru, et que l'enseignement du Japon est autre? Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Deshimaru, malgré ce qu'ils disent, c'est du Dogen. C'est du Dogen. Oui, c'est des Dogen de bouquins. Oui. Deshimaru, c'est un enseignement du quotidien. Et ça, c'était Dogen aussi. Les temps sont tellement différents. Mais le monastère, ça n'existe pas pour lui. Il ne voyait pas, là j'ai dit que l'ambition de Sensei, c'était de créer un deuxième Eiji à la Jantonnière. C'est bullshit. It's not true, man. That's just not true. Il voulait faire, mais il voulait être grand, lui. Hein. Ouais. Il était comme tous les dictateurs. Hein. Il était, ça va être l'université universelle de le bouddhisme, et des trucs. Mais c'était pas un monastère. Ouais. Mais eux, c'est le monastère parce que Shimusho, Dogen, ils croient que Dogen dit ça. Mais Deshimaru, sa particularité, c'était qu'il était complètement Dogen adapté à aujourd'hui. Oui, donc c'est ça, c'est la capacité de prendre des vieux enseignements et de se dire, aujourd'hui, dans notre monde contemporain, comment ça se traduit concrètement pour les gens. Ça. Oui, c'est exactement ça, et c'était naturel, il ne cherchait pas intellectuellement ça du tout, mais c'était vraiment le quotidien. Et il le dit, si ce n'est pas le quotidien, vous ne suivez pas mon enseignement. Et le quotidien, en parlant de Dogen, mais eux, quand ils parlent de Dogen, ce n'est pas le quotidien. C'est le monastère, c'est les 3 mois, et puis après ils retournent pour 3 mois. Et les femmes, ils vont dans des monastères. Enfin, tu sais, c'est très dur. Chez les femmes, c'est encore pire. Les monastères de femmes, et ils font 3 mois, ils reviennent, ils sont éblouis. Ou un peu cassé, là, récemment, et une des personnes est devenue un peu aveugle. Alors, c'est très dur. Mais en gros, moi, la nouvelle génération, contrairement à ce qu'on dit, ils veulent les rituels, ils veulent les cérémonies, ils veulent aller au monastère. Ils croient qu'aller au monastère, il va avoir quelque chose d'autre. Et puis, quand il revient, ils sont éblouis, j'ai eu quelque chose d'autre. J'entends ça, parce que j'étais conseiller spirituel. Mais c'est pas moi. Et c'était pas l'époque de Deshimaru du tout. Deshimaru disait, ne va pas au Japon. Il disait, surtout pas dans un temple japonais. Et puis après, il a dit, oui, mais sensei, tu comment? Écoute, vous pouvez aller dans un temple japonais avec un appareil de photo. Et vous entrez par la porte de devant, vous faites clic-clic, et vous sortez directement par la porte d'arrière. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez être devenus des blocs de bois, machin, disait-il. Et moi, c'est mon maître, c'est m'en fous que c'est mon maître, ça me paraissait évident.
On est en Europe. Il faut qu'on développe un zen européen, ce qu'on fait. Nous, en demeure, comme vous l'avez décrit, c'est un zen européen que tu décris. Et, et nous aussi, il faut être dans la société. Cette séparation qui existait avant le monastère et puis la vie quotidienne, et c'est en contradiction presque. Non, aujourd'hui c'est la même chose. Hein, on fait nos camps d'été, mais nos camps d'été, c'est pas des monastères. Hein. Pourquoi on continue à éditer des livres avec des textes anciens? C'est ça que j'ai fait dans mes 2 derniers livres, le Shinjinmei et Daishi. J'ai fait exactement ça. Le Shinjinmei que j'ai fait, c'est le meilleur qui existe. Quand c'était Deshimaru qui l'a fait avant, c'était le meilleur. Mais si on n'est pas mieux que Deshimaru, on n'existe plus. On est bon pour le musée. Hein? Bon. Alors on est mieux. Mais moi je suis mieux. La Shinjinmei, c'est le meilleur qui existe. C'est aucune question là-dessus. Mais ça parle de le Shinjinmei aujourd'hui, dans nos termes, je crois. Mais ça ne va pas durer. Il y aura quelqu'un d'autre qui va me remplacer. C'est pas fixe, ça. C'est pour le moment, c'est le meilleur. Alors, le Shinjinmei, juste, je le précise pour les auditeurs, c'est le livre qui s'intitule La foi dans l'esprit, qui a été écrit et qui est un très très gros volume, parce qu'il fait 500 pages, hein, et qui donc commente 73 petites strophes. Donc en fait, faire 500 pages avec 73 petites strophes, c'est vrai que ça montre bien le travail qui est fait. Effectivement, on a bien à la fois l'explication du texte, donc on comprend mieux, et ça montre aussi comment justement les textes anciens gardent cette saveur un peu énigmatique qui fait que pour les comprendre, ça nécessite pour chacun d'essayer d'intérioriser le texte, parce que c'est pas de la compréhension intellectuelle. Ouais, c'est ça, et n'oublie pas, c'est de la poésie. Hein. En plus, et, ça ajoute. Hein. Et puis Daishi, si vous allez rencontrer Daishi, écoute, j'ai fait un signature il y a une semaine ou deux dont je parlais. Et on m'a demandé sur les 2 livres. Moi, je ne veux pas parler de ces livres, on n'a qu'à les lire. Hein. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut acheter, tout ça? J'ai dit, écoutez, vous achetez le Shinjinmei, foi dans l'esprit, parce que c'est plus simple. C'est plus simple. Si vous achetez Daishi, vous n'allez pas du tout comprendre le poème, mais vous allez comprendre mon commentaire. Mais je dis qu'il ne faut pas acheter ce livre-là parce que c'est trop difficile pour vous. Tu sais qu'ils ont tous voulu acheter ce livre. On n'avait plus de copies à vendre. Et ça, c'est intéressant. Chapeau. Parce que j'ai dit, non, n'achète pas ce livre, achète le Shinjinmei. Le Shinjinmei, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile sur un certain point. Mais je pense que quand on entre dans Daishi, c'est la même chose. Moi, je viens je suis un littéraire, ou j'étais un littéraire. Quand je traînais à New York, je traînais, et puis je lisais tout le temps. Et je lisais des bouquins comme Dostoïevski, je lisais tous les Rusins, tous et plein d'autres grands. Et Rabelais m'a beaucoup marqué, mais c'est un peu plus tard. Et puis voilà, je ne connaissais pas le zen. Et je tombe sur le Shinjinmei, foi dans l'esprit. Une version juste autre, Suzuki Roshi ou je ne sais pas qui. Non, D.T. Suzuki probablement. J'ai dit, ça c'est fantastique. De Dostoïevski, donc ok, maintenant c'est fini, c'est lui. Et voilà, je ne peux pas dire quelque chose de mieux sur un bouquin zen que ça dépasse Dostoïevski. Ou Rabelais, c'est difficile de dépasser, mais je pense ça. Mais aussi, je suis très intéressé de voir comment les gens vont réagir avec Daishi. Parce que les poèmes, c'est pas compréhensible, mais ça fait rien. C'est une mélodie, c'est un truc assez extraordinaire de Daishi. Comment il avait cette vision
c'est le truc le plus profond que je connais sur le zen. Ça explique le zen le plus profondément, Daishi. Même plus que Dogen. Dogen, c'était un intellectuel. Hein. Daishi, c'était un poète. Mais c'est moi qui dis ça, mais non, moi je dis ça parce que je dis ça pour tout le monde. La première fois que j'ai rencontré Françoise, elle a fait une explication d'un poème de Dogen. Et ça a été un choc pour moi parce que c'était d'un seul coup comme si la poésie, alors moi j'avais lu des poètes français, Baudelaire, Verlaine, etc. Comme si la poésie d'un seul coup elle avait pris une autre dimension parce que elle prenait une épaisseur existentielle. C'était pas juste ou des beaux sons de mots mis bout à bout, c'était pas juste des belles images, c'était un tout qui devenait, qui grandissait. Voilà, c'est ça. Et de ce fait, je suis beaucoup plus intéressé à lire maintenant de la poésie zen. Par contre, je trouve ça d'une difficulté terrible parce que lire un livre zen, on peut le lire, je dirais, à une certaine vitesse, mais un poème, on le lit, puis après on se dit, bon, eh ben, je vais le poser, je le relirai demain. Et on le relit le lendemain, et à un moment, il y a quelque chose qui sort, et on se dit, ça y est, j'ai compris. Et puis en fait, le lendemain, on se dit, bah, j'avais compris hier, mais il me semble que je suis plus sûr, en fait. C'est beaucoup plus ardu comme chemin, la poésie. Ouais, non, on a compris, puis on n'a plus compris. Oui, c'est ça. C'est évident. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, moi, je ne peux plus lire Dogen, c'est trop cérébral, c'est trop frontal. Hein? Mais sa poésie, était un grand poète aussi. Mais Daishi, et puis c'est le premier, ce livre n'existe pas. Daishi n'existe pas en France, en Occident. Oui, ceux de Deshimao, je me suis servi des 2 volumes de Deshimao, mais c'est édition limitée, et puis c'était Deshimao. Et Deshimao, d'une certaine façon, il est passé. C'est moi. Mais après, c'est moi qui vais dépasser. Espérons, parce que si je ne suis pas dépassé, c'est quelque chose de tragique. Pour me dépasser, il faut dépasser Deshimao. Et il voulait ça. Il était un grand homme. Il n'était pas comme tous ces dirigeants politiques qui ne veulent plus quitter leur place. Mais lui aussi, il n'a pas donné la transmission. Mais ça, c'était profond aussi. Ça veut dire quoi transmettre le zen aujourd'hui, concrètement? Ce que nous faisons quand on est assis dans le dojo. Mais au plus haut point, parce qu'il n'y a rien de plus haut que je connais sur cette terre en tant que pratique de transmission. Le fait d'être assis? Oui, d'être assis, c'est d'avoir quelqu'un qui enseigne, qui est capable. D'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle le kusen. Oui, le kusen. Oui. Et alors un kusen, ça se prépare, ça s'écrit, ça s'improvise? Pendant les premiers 20 ans, oui, mais après on en a marre. On a marre d'étudier les textes. On a tellement étudié les textes, les Godot, je ne parle pas pour les autres, j'en sais rien, mais je préfère parler en pluriel que nous. Non, les sutras, ça ne m'intéresse plus du tout. Un sutra, là, ok. À l'époque, Vimalakirti, c'était pas mal, hein. C'était superbe d'ailleurs, mais c'est fini, ça. C'est fini. Et les sutras, et même Dogen, c'est fini. C'est fini pour moi. On n'a plus besoin d'étudier. On dit qu'il faut étudier tout le temps, mais c'est pas vrai. Attention, il y a la définition d'étudier. Hein? Étudier ne veut pas forcément dire qu'on regarde un livre et on analyse et on souligne. Et étudier, c'est étudier soi-même. Et oublier soi-même, évidemment. Et alors, ça continue jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pas l'étude comme lire les sutras. C'est très bien quand on est un jeune garçon. Mais maintenant, non. Il ne faut jamais plus lire le sutra du lotus. C'est possible. Oui, et je suis toujours étonné à quel point les érudits qui ne pratiquent pas disent c'est extraordinaire.
l'expérience de la pratique, des années d'expérience, on ne sait pas. On n'est pas au courant qu'on a l'expérience. Mais on a une autre façon d'approcher tout ça. Très différent. Et puis moi aussi, juste pour mes trucs à moi, je fais des livres, mais je ne veux plus faire des livres. Parce que je ne veux plus lire moi. Je ne peux plus supporter moi. Je pense que c'est le plus fort qui existe. Mais ça fait rien. Moi, c'est pas moi, c'est plus moi ça. C'est des livres que les gens vont apprécier ou pas apprécier. Mais on est libéré de tous ces trucs. On est libéré de vouloir apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? Peut-être que pendant 20 ans, mais après 40 ou 50 ans, okay, on va apprendre quelque chose. Non, c'est... si on étudie ou on lit, c'est seulement pour transmettre quelque chose à ses disciples. Ou de répondre dans des interviews, comme maintenant. Oui. Mais sinon, c'est pas intéressant. Mais pourtant, dans la pratique, il y a zazen, s'asseoir. Mais si on fait juste que s'asseoir, c'est une question qui revient, je crois, souvent dans les mondos. Est-ce que on comprend le zen ou est-ce que juste on vit un instant assis et c'est important d'avoir une espèce de coque un peu intellectuelle autour pour habiller les choses, non? Oui, mais pas intellectuelle, pas cérébrale. Mais bien sûr, autour de cette structure qui est absolument primordiale pour ceux qui pratiquent. Absolument, comment on se tient, comment... Mais lire, étudier, déjà de s'habiller, il faut savoir s'habiller. Il faut savoir boutonner les trucs. Il faut savoir déboutonner. C'est du boulot tout ça. D'abord, on passe par les sutras. Et on laisse tomber les sutras, on boutonne sa chemise. Ouais. Et comment on boutonne sa chemise? On est conscient, pas conscient. On n'est pas comme ça, mais c'est juste un exemple. C'est toutes les choses qu'on fait. C'est l'art de la concentration, ça. C'est être présent à l'instant. Je ne dirais pas. Non? Non, c'est pas l'art de la concentration. Sinon, ça ne dure pas longtemps. Et on en a marre. Ok, c'est 5 boutons, je vais faire les 5 boutons. Non, c'est pas ça. C'est... La concentration, c'est gentil, hein? On parle toujours de ça. Mais ça épuise, tu ne peux pas toujours être concentré. Hein? C'est pas ça. C'est le tonus. Juste le tonus, tu es là, et c'est rien. C'est vraiment le physique. C'est le tonus qui fait qu'on boutonne sa chemise, on met des pantalons sans trébucher, ou trébucher. L'énergie intérieure. L'énergie fondamentale, cosmique, Deschimond disait. Notre travail à nous tous, c'est de donner le ressort à la pratique. Le punch, le ressort, et ça vient d'où? Ça vient pas de moi, ça vient du cosmos. Et le cosmos, il a le ressort si on touche là-dedans, si on a la chance de inconsciemment toucher là-dedans. C'est ça le ressort, et c'est ça que nous faisons, et c'est ça que nous donnons. Et c'est ça que nous recevons, qu'on soit disciple ou maître, la même chose. Disciple ou maître, c'est vraiment la même chose. Merci beaucoup de tout cet entretien. Oui, merci à toi. Cet entretien est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Je pense qu'effectivement, il montre que le zen est quelque chose à la fois de vivant, d'actuel, malgré son ancienneté, mais qu'il doit se modifier, évoluer encore, se transformer pour pouvoir s'adapter à notre monde moderne, que des défis sont à venir.
Si vous avez aimé cet entretien, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à évaluer ce dernier sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en mettant une notation. Vous pouvez toujours m'écrire à zendosansmur@gmail.com ou me contacter sur Messenger via la page Facebook ou les messages de la page Instagram pour soit me donner vos remarques, vos commentaires ou peut-être me proposer des thèmes qui vous intéressent et que vous aimeriez voir étudiés au sein de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que tout ceci vous plaît. N'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.